7h44, c'est le petit déjeuner ce matin d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Oui, bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. On va parler des services publics dans un instant, sur ce qui reste ouvert ou fonctionne justement en télétravail. Mais un mot sur les petits commerces et les établissements scolaires. D'abord, êtes-vous favorable à un assouplissement dans les petits commerces ? Moi, je suis favorable à ce qu'on réussisse collectivement à vaincre ce virus. Et on sait pour ça que ça demande effectivement à beaucoup de Français, à beaucoup de petits commerçants, à beaucoup d'acteurs, des efforts, des sacrifices, des choses que je crois, on voit bien que c'est difficile. Maintenant, ce que je vois aussi vis-à-vis des petits commerçants, c'est qu'il y a des gens qui les exploitent politiquement, qui utilisent cette situation, qui n'est bien sûr pas ce qu'on a envie de faire quand on est, vous voyez, ministre, membre du gouvernement. On est en train de mettre beaucoup d'aides sur la table, mais je suis extrêmement choquée que nos oppositions, alors qu'elles ne proposent rien avant, mais commandent beaucoup après, utilisent leur situation pour aller faire du poujadisme, pour aller faire de la récupération, et en fait pour mettre en risque notre efficacité collective du confinement. Si vous laissez croire aux Français, en créant du désordre, que la bonne chose à faire, c'est aujourd'hui sortir et faire comme si de rien n'était, eh bien on met en risque l'efficacité du confinement. Donc bien sûr qu'on va parler et qu'on va continuer à soutenir les petits commerçants qui sont fermés. On continue ce matin au Conseil de défense, bien sûr, d'avoir des échanges sur le sujet. Le Premier ministre a une conférence de presse ce soir. Ce soir, oui. Mais ne laissons pas croire aux Français qu'au fond, ce qu'on devrait faire, c'est vivre comme si de rien n'était et que ça allait se passer mieux. Ce n'est pas forcément, mais ce que demandent d'ailleurs tous les petits commerçants. Ils demandent, puisqu'ils se sont adaptés pour certains. Des petits commerçants, je parle des gens qui les récupèrent. Des gens qui récupèrent. Les petits commerçants, ils ont été reçus fédération par fédération au ministère de l'économie par Bruno Le Maire et Olivier Véran dans beaucoup de cas. Il y a des échanges très précis. On voit bien qu'on essaie de construire des scénarios, de donner au maximum de visibilité. Donc l'opposition doit se taire. Alors c'est ce que vous dites, Amélie de Montchalin. Moi, je fais de la politique. Oui. Mais je ne fais pas de la politique politicienne. Je ne crée pas le désordre et la zizanie pour exister. Vous croyez qu'il crée le désordre, en fait, dans l'opposition ? Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité collective, c'est d'avoir bien sûr des débats, mais c'est pas de faire croire aux Français que tout ce que le gouvernement décide est par définition contre eux. Il est contre le virus. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaires. Ce qu'on doit vaincre, c'est le virus, et ce qu'on doit maintenir unis, c'est notre pays, c'est notre cohésion nationale. C'est d'ailleurs pour ça que les services publics sont essentiels dans la période. On a besoin de faire nation, de faire bloc. Ils sont là aussi pour alerter parfois. Il y a eu, on l'a vu, il y a eu quand même... ça a été chaotique à un certain moment donné, aucun problème la gestion. avec le débat. Ouais. J'ai aucun problème à ce qu'on fasse des propositions. J'ai aucun problème à ce que, dans ces moments, chacun prenne ses responsabilités. Mais ce n'est pas responsable, je vous dis par poujadisme, de se lever à l'Assemblée et de considérer que c'est très simple et qu'on n'a rien compris. Alors sur le Conseil de défense, est-ce que ce n'est pas justement trop fermé, trop secret, trop opaque ? C'est ce que disent certains. Attendez, vous venez de l'évoquer. C'est une réunion où il y a bien sûr le président, le Premier ministre, des ministres, des experts, des experts sanitaires. C'est une réunion qui prépare ensuite des décisions qui sont bien sûr partagées. On est dans un travail extrêmement collectif avec les élus locaux, avec les entreprises, avec les organisations syndicales. Oui, aujourd'hui, moi, je rencontre les employeurs territoriaux. Je rencontre évidemment les organisations syndicales toutes les semaines. On n'est pas en train de gérer cette crise, vous voyez, dans un bunker, en ne voyant pas ce qui se passe dans le pays. On crée le plus de concertation, le plus d'échanges possible. Et puis, il y a un moment, effectivement, on doit prendre des décisions. Parce que nous sommes des responsables. On est aux responsabilités. On doit permettre à notre pays, à notre nation, de continuer de vivre, de continuer de faire le maximum de ce qui est possible. Mais on doit surtout vaincre le virus. Quand on a 500 morts ou plus par jour, quand un décès, 300 et quelques hier, quoi. Quand un décès sur 4 dans cette période dans notre pays est lié au coronavirus, quand chacun de nous, dans sa famille ou dans ses proches, a connu quelqu'un qui soit a eu cette maladie, voire parfois on est décédé, notre responsabilité, c'est bien sûr de protéger notre vie collective, notre économie, le fait que nos enfants aillent à l'école, mais c'est aussi d'abord de vaincre ce qui aujourd'hui nous met en danger. Oui, d'organiser les choses différemment, la classe alternée par exemple dans les collèges et les lycées. Dans chacune des écoles, les choses sont déjà organisées très différemment. Pas partout, non, c'est pas vrai. Je viens d'entendre sur votre antenne une enseignante. Oui, c'était en primaire, c'est ce qu'elle disait. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptation là aussi, beaucoup d'engagement. Évidemment, on prend des mesures proportionnées, on suit la situation, et si les choses doivent évoluer, elles évolueront. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a pris déjà un certain nombre de mesures sous l'autorité du Premier ministre, du Président de la République et de Jean-Michel Blanquer. Là aussi, c'est en discussion. Quand les annonces doivent être faites, elles seront faites. Mais vous voyez, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est que notre République tienne. C'est que ce virus ne fasse pas tomber notre République. Les services publics
font l'école et tous les autres. Oui, venons-en justement au service public. Alors, comment se fait la répartition entre présentiel et télétravail aujourd'hui dans les services publics? Le premier objectif, pour que cette décision soit prise, d'abord, c'est ce que nous devons aux Français dans la période. Oui. Les Français font des sacrifices, les entreprises font des sacrifices. En contrepartie, l'État doit être exemplaire. Il doit servir plus, il doit servir mieux les Français. Et nous devons à tout prix éviter que certains services publics, comme au premier confinement, ferment. Mon engagement avec, vous voyez, les employeurs publics, avec les organisations syndicales, c'est de dire nous devons absolument continuer à servir les Français, en le faisant dans le respect, bien sûr, des gestes barrières pour les usagers, pour les agents, et en déployant au maximum le télétravail. Alors justement, est-ce que vous avez des chiffres en fait sur le télétravail dans la fonction publique et la délégation de service public, bien sûr? Aujourd'hui, 40% des agents de l'État hors éducation nationale télétravaillent. C'est 12 points de plus que la semaine dernière. On voit chaque semaine que c'est en forte augmentation. Après, je vais vous dire, ça ne pourra jamais être 100%. Oui. Parce que si on veut garder, comme je souhaite qu'on le garde absolument, les guichets de la CAF, les guichets de l'assurance vieillesse, les guichets de Pôle emploi, bien sûr nos écoles, bien sûr nos forces de l'ordre sur le terrain, évidemment qu'on ne peut pas avoir 100% de télétravail 5 jours sur 5. Oui, d'autant qu'il faut des équipements pour ça et que, évidemment, ça passe aussi par des investissements. Le télétravail, c'est pas juste avoir un ordinateur chez soi, c'est avoir un ordinateur, déjà en avoir un. On a équipé 125 000 agents, 125 000 agents en quelques mois depuis le confinement. Là, on vient de recommander 50 000 nouveaux ordinateurs. Donc on est dans un déploiement d'équipements, mais il y a derrière aussi les outils de travail. Est-ce que vous avez accès à ce qui fait que vous pouvez travailler comme au bureau? Ça, c'est dans le plan de relance, 200 millions d'euros que nous investissons pour que les agents publics puissent travailler beaucoup plus facilement en mobilité, c'est-à-dire comme chez eux, comme au bureau depuis chez eux. Oui, c'est ça. Les syndicats demandent quand même des éclaircissements sur plusieurs points. Est-ce que vous allez établir une charte justement sur le télétravail? Visiblement, elle n'est pas encore visible sur pour ce l'instant. sujet. Depuis le 1er septembre, nous avons donné des instructions. On a redonné avec le Premier ministre le 7 octobre, puis à nouveau le 29 octobre. J'ai des échanges avec les syndicats toutes les semaines. Donc nous évoluons, nous évaluons, nous faisons avancer les choses. Mais la charte que moi je voudrais surtout qu'on ait ensemble et qui va se déployer dans les tout prochains jours, c'est la charte d'engagement de continuité pour les Français. Comment on maintient les guichets ouverts, comment bien sûr on protège et les usagers et les agents, comment aussi on respecte les délais et surtout comment de manière proactive, de manière volontariste, on s'occupe des personnes les plus fragiles. Les chômeurs en fin de droit, les étudiants précaires, les retraités isolés, comment on les appelle? Comment de manière proactive on va vers eux? Vous savez, souvent on nous dit l'administration c'est un mammouth, rien ne change. Moi ce que je vois c'est tout le contraire. Ce que je vois c'est des agents publics extrêmement mobilisés, très innovants, qui s'adaptent, qui justement sont là pour aller chercher les plus fragiles et être dans cette notion de service de l'intérêt général. Oui, parce qu'on dit quand même, Amélie de Montchalin, que parfois il faut être derrière certains services pour qu'ils avancent. Est-ce que là, les managers, dans les services publics, parce qu'ils existent aussi évidemment ces managers, est-ce qu'ils peuvent justement maîtriser un petit peu leurs équipes? C'est l'une des difficultés qu'on avait vues au printemps. C'est la clé, parce que derrière, c'est une question de culture, c'est une question de confiance, c'est évidemment un enjeu, vous voyez, équipe par équipe. Moi, je donne des instructions très claires. Tout ce qui peut être télétravaillé est télétravaillé. Tout ce qui doit être maintenu pour que la continuité du service public soit là est maintenu. Après, vous voyez, depuis mon bureau, je ne peux pas, équipe par équipe, prendre des décisions. La clé de ce que vous dites, c'est la culture de la prise d'initiative, de passer d'une administration qui contrôle à une administration qui soutient les Français. Et ça, ce que je vois, c'est que dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de services, je pense à nouveau, je vous dis, à la CAF, à l'assurance vieillesse, bien sûr chez Pôle emploi, mais aussi, vous voyez, dans les CROUS, on a beaucoup d'inventivité. On peut s'adapter, par exemple, avoir de la souplesse dans les horaires, alors à travers le télétravail, plutôt que ça ferme à 16 heures. On a de la souplesse dans les horaires, on a de la souplesse dans, bien sûr, aussi la méthode, la manière de contacter les Français. On fait des rendez-vous téléphoniques, on fait des choses en visioconférence, on fait des choses qui, il y a encore quelques mois, vous m'aurez dit, c'est sympathique, mais c'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et moi, je veux qu'on garde aussi les bonnes choses. Le télétravail doit devenir une norme, alors c'est ça? C'est pas une norme. Ce qui doit devenir une norme, c'est la confiance dans la fonction publique, dans les équipes, pour que après le coronavirus, on puisse continuer à s'organiser de manière plus souple. Maintenant, ce qui est la norme, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis très ferme là-dessus, tout ce qui peut être télétravaillé, parce qu'on est équipé, parce qu'on a les outils, parce qu'on s'est organisé pour que, on continue d'apporter aux Français ce service, tout ce qui peut être télétravaillé
doit être télétravaillé. Oui, 5 jours sur 5. Et vous voyez, on a les mêmes instructions pour tous les employeurs du pays. Oui. C'est la responsabilité des employeurs qui est en jeu. Oui. Ils doivent protéger leurs agents, mais ils doivent aussi s'assurer qu'ils s'organisent vu le contexte sanitaire. Vous aviez annoncé en septembre la création et la nomination de sous-préfets à la relance. Est-ce que ça a du coup pris du retard un petit peu avec la deuxième vague? Ça n'a pris aucun retard. On a, avec Gérald Darmanin, ouvert des candidatures. On a reçu plus de 200 candidatures. Il y a 30 postes qui vont être très rapidement pourvus. Dans quelques jours, on aura d'ailleurs les premiers. Oui. Et ce qui est important, c'est que dans chaque département, vous aurez, pour les élus, pour les entreprises, pour les PME, une personne dont la mission est d'être votre guichet unique d'information, de soutien, pour que ça avance. Vous savez, ce plan de relance, c'est pas 100 milliards annoncés un jour à Bercy et puis c'est fait. Ouais. Ce qu'on voit bien maintenant, c'est ce dernier kilomètre, comment dans chacun des territoires, ça avance. Moi, j'installe, vous voyez, dans chaque département, des comités de suivi. Pas autour de la table, vous avez tous les élus. Vous avez bien sûr les équipes des préfectures, les sous-préfets à la relance, et puis vous avez les entreprises, vous avez les artisans. Bref, vous avez tout ce qui fait qu'un territoire peut bénéficier de ce plan de relance pour évoluer, pour être plus fort, pour créer plus d'emplois, pour réussir sa transition. Et c'est sur le terrain. Oui. Quand on dit avec le Premier ministre qu'on veut réarmer les territoires, ce qu'on veut, c'est réenvoyer au bon niveau des personnes qui peuvent prendre des décisions de terrain. Oui, Amélie de Montchalin, ce qui veut dire que l'une des promesses d'Emmanuel Macron, qui était de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique, tout ça, ça a été revu déjà. Et là, aujourd'hui, on en est où précisément? Aujourd'hui, vous voyez, pour l'année 2021, on a un principe très simple. Oui. Même nombre total d'agents de l'État, mais beaucoup de réorganisation interne pour qu'on mette les compétences, les hommes et les femmes. Mais c'est beaucoup de réorganisation interne. C'est beaucoup de gens qui ne sont plus à Paris et qui vont dans les territoires. C'est aussi, on voit plus de policiers, plus de personnes dans le ministère pour la justice, plus d'enseignants. Et ça veut dire qu'en contrepartie, il y a des ministères où on continue de se réorganiser. Oui, Cécile de Ménébus, question Cécile. Oui, début octobre, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir inscrire la neutralité religieuse au sein des entreprises du service public dans son futur projet de loi. Est-ce que ça concerne aussi la RATP et ADP, par exemple? Alors, la neutralité et la laïcité sont des principes essentiels du service public. Si dans notre pays, des personnes sont tenues à être dans cette neutralité et la laïcité, c'est les agents publics. Et effectivement, les agents publics, il y a ceux que l'État embauche lui-même, et puis il y a tout ce qu'on appelle les délégataires de service public, c'est-à-dire qu'ils assurent un service public, et donc on va effectivement s'assurer que eux aussi respectent pleinement cette neutralité, cette laïcité. Là aussi, vous voyez... Ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles, beaucoup de contrôles? Mais il va y avoir des contrôles, il va y avoir bien sûr du suivi, et il va y avoir surtout l'idée républicaine. C'est pas une idée, ça s'incarne. Si au cœur de notre République, il y a cette valeur de laïcité, eh bien, ceux qui font vivre au quotidien la République, que sont les agents publics, que ce sont ceux à qui on confie une mission de service public, eh bien, ils doivent respecter pleinement ces principes. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus, sous prétexte de dire mon employeur est... Ce sera dans la loi, telle donc dans la future loi, alors. Eh bien, considérer qu'on se prend de la distance avec ces principes. Ce sera dans la loi. Moi, je me bats aussi aujourd'hui, et vraiment, je profite d'ailleurs d'en parler, pour que les agents publics soient toujours protégés quand, parce qu'ils respectent ces principes de neutralité ou de laïcité, ils peuvent être menacés, ils peuvent être fragilisés. Cette protection, on leur doit cette protection, de manière proactive là aussi. C'est pas aux agents de finir dans ce qu'on appelle le pas de vague, c'est-à-dire arrêter même de signaler des moments où, parce qu'ils font bien leur métier, ils sont menacés, parce qu'ils savent qu'après, il ne se passe rien. On a totalement inversé la démarche, avec Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa. Aujourd'hui, on a posé très clairement le cadre. C'est aux administrations de manière proactive d'aller signaler les faits au procureur, d'aller signaler des menaces qui seraient en ligne à la plateforme Pharos, d'aller alerter les forces de l'ordre. Et ceux qui ne respectent pas, il se passera quoi? Mais il se passe qu'il y a des sanctions. C'est la responsabilité de l'employeur là aussi. Quand vous êtes responsable d'une équipe, responsable d'agents publics, vous leur devez protection quand ils font parfaitement leur métier, quand ils respectent parfaitement les principes qui sont le socle de notre République. Et donc tout ça, on va aussi renforcer ce qui doit être par la loi s'il y a besoin, sur l'échelle des peines, sur les délits que ça peut aussi entraîner. Mais la première étape, c'est que les hiérarchies, les administrations soient pleinement engagées dans cette protection proactive de ceux et celles qui font vivre notre République, et qu'aujourd'hui d'ailleurs on remercie, parce qu'ils aident notre pays à tenir, et ils aident notre pays à faire nation, et à pas être vaincu par le virus. Oui, Amélie de Montchalin, une question en fait aussi sur l'actualité. Que vous inspire la rétractation des accusations de Takiedine à l'encontre de Nicolas Sarkozy?
ça m'inspire que c'est une affaire judiciaire sur laquelle il faut qu'on fasse toute la lumière, mais par les voies de la justice et pas sur des plateaux. Fragilité des témoignages radio. peut-être aussi. Il y a la fragilité des témoignages. Mais moi, je suis membre du pouvoir exécutif. S'il y a une règle à respecter, c'est qu'on ne se mêle pas des affaires judiciaires. Et je pense que la justice a bien du travail, mais c'est pas sur les plateaux de radio qu'on fera. Merci Amélie de Montchalin.